Hello, je suis Adriana, rédactrice web SEO et copywriter depuis 2018. J'ai créé mon entreprise La Plume d'Adriana en 2021. Au quotidien, je développe la communication digitale des entreprises que j'accompagne avec le savoir et le savoir-faire qu'imposent les moteurs de recherche sur le web pour faire la différence. Plumania aborde l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés. Vous souhaitez inspirer votre business pour développer ou affiner votre stratégie en entreprise? Seul ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous fournis les clés pour écouter vos ambitions. Les épisodes répondent à des problématiques ciblées avec des solutions efficaces pour une mise en place rapide dans votre business. À présent, prenez place et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode de Lyra et Plumania, j'ai le plaisir d'accueillir Margot de Rambure, créatrice de site web. Aujourd'hui, Margot nous fait découvrir son univers et va nous partager ses conseils pour établir une bonne relation client quand on est entrepreneur et entrepreneuse. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti pour le démarrage de ce podcast. Enjoy! Hello Margot, comment vas-tu? Salut Adriana, très bien et toi? Je vais super bien et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour aborder une thématique de la plus grande importance pour réussir à atteindre ses objectifs. Tu vas nous partager ta vision et tes conseils pour établir une relation client efficace et performante. Tout à fait, enfin je vais essayer. En tout cas, quand on est débutant, on peut avoir un œil un peu différent et sur cette partie-là, il peut être intéressant aussi, quoi. Et je me permets de rebondir, justement, quand on débute, on a un regard frais, entre guillemets, Voilà. sur ce qui est, sur ce qui se passe dans le monde entrepreneurial. Et c'est là où ça peut être particulièrement intéressant d'avoir ta vision sur cette thématique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, te présenter en quelques mots pour nous dire qui tu es, ce que tu fais et ce qui t'a mené à l'entrepreneuriat? Oui, tout à fait. Ben, moi, j'ai 34 ans, j'ai un diplôme, à la base, un diplôme d'ingénieur en génie mécanique et j'ai eu des brèves expériences professionnelles dans l'industrie, notamment le secteur énergétique. Donc, c'était assez court, hein, ça concernait les premiers emplois. Et puis en fait, très vite, j'ai senti que j'étais pas forcément à l'aise dans cette posture de salarié dans une grosse entreprise. En tout cas, dans la seconde, je me retrouvais pas forcément. J'avais pas l'impression de m'épanouir et puis surtout, je trouvais que j'étais finalement pas excellente dans mon domaine. Malgré que j'ai fait des études dedans, j'ai peut-être un peu persévéré, à tort et en fait, en étant vraiment dans le milieu professionnel, je trouvais pas vraiment ma valeur ajoutée, en fait. Qu'est-ce qui t'a manqué, Margot, pour pouvoir t'épanouir à ce moment-là? Ça commence à remonter, je dirais que j'avais le sentiment, ouais, de pas peut-être de pas avoir assez de retours, de pas avoir assez de feedback sur ce qui était, bien ou pas bien, ou alors peut-être le sentiment qu'on me disait pas forcément quand c'était pas bien et moi j'avais besoin de savoir, si j'étais juste ou pas et où est-ce qu'il fallait que je travaille pour progresser et ça me manquait un peu. Puis, bah, je pense que tout simplement, voilà, il y a un moment où on se rend compte de quels sont nos points forts ou pas et puis si on est vraiment bon ou pas dans un domaine. Donc moi j'ai choisi de pas forcément persévérer parce que je trouvais que j'avais pas ma place et puis il me manquait quelque chose en tout cas. Du coup, je suis partie dans un projet plus familial puisque c'était dans une start-up où je travaillais avec mon père et du coup, ça m'a permis de toucher à plusieurs domaines. Pas forcément petite entreprise signifie que tu touches un petit peu à tout, que ce soit de la comptabilité même de base, mais ça, en tout cas, même si tu rentres pas dans un vrai boulot de comptable, ça permet de découvrir un peu la façon dont fonctionne une entreprise. Et ça, je pense que ça a été un plus aussi sur mon choix de me lancer par la suite en tant qu'entrepreneur. Et puis, bah, j'ai touché voilà, au site internet, même si au départ, c'était un prestataire externe. Ça m'a ouvert à ce domaine-là que je connaissais pas vraiment. Bon, évidemment, j'ai continué dans mon domaine un peu plus d'expertise en conception mécanique pour faire les plans, pour travailler avec les sous-traitants. Les choses ont fait que le projet n'a pas abouti comme on souhaitait. Et puis, au bout d'un moment, bah, j'ai ressenti le besoin de faire autre chose. À ce stade, je me suis vraiment posé la question de ce que j'avais envie de faire parce que n'ayant pas exercé le métier d'ingénieur pendant 6 ans, ça me paraissait compliqué de retourner dans ce domaine-là, d'une part parce que je me sentais plus
les compétences, même si j'avais travaillé un petit peu sur des choses voilà, techniques, je me suis dit qu'il y avait plein de domaines que j'étais censé maîtriser en tant qu'ingénieur mécanique que je ne maîtrisais plus forcément, quoi. Et puis en même temps, c'est honnêtement rien que le fait de penser à retourner dans ce domaine-là, je regardais un petit peu les offres d'emploi et quand je lisais les descriptifs, honnêtement, ça me mettait plus à la boule au ventre qu'autre chose, quoi. Donc je me suis dit, il faut que je fasse vraiment le point sur ce que j'ai envie de faire. C'est pas apparu comme ça, je me suis pas dit très rapidement et de manière très évidente, je veux faire des sites internet. Au début, je savais pas trop, j'avais plein d'envies, j'avais un peu du mal à cadrer les choses. J'avais envie d'avoir un contact avec les gens, j'avais en même temps envie de faire quelque chose d'un peu créatif tout en sachant que je pouvais pas repartir dans des domaines qui m'intéressaient étant jeune, tels que l'illustration, des choses comme ça. Même si je me suis quand même renseignée sur la possibilité de refaire des écoles à 34 ans, finalement, tu n'as plus 20 ans, quoi. Donc, c'est compliqué de repartir dans un cursus aussi long. Pour l'anecdote, effectivement, c'est compliqué de repartir dans un cursus apprenant. Pour partager mon expérience aujourd'hui à 38 ans, je me suis lancé le challenge de reprendre des études à niveau universitaire. Et oui, c'est un challenge. Il y a un réel enjeu quand déjà on entreprend, quand déjà on a une activité professionnelle, mais c'est possible. Après, ça dépend bien entendu du cadre. Ce qui est très important, Voilà. c'est de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Ce n'est pas au détriment ni de soi, ni des autres dans son environnement professionnel et personnel. Et justement, Margot, quel a été ton déclic pour te lancer dans la vie entrepreneuriale? C'est justement voilà, ce cheminement et le fait de vouloir être indépendant. En fait, moi, j'avais besoin de travailler de façon autonome. Alors même si j'aime travailler voilà, avec d'autres personnes, j'avais besoin de me dire que j'étais capable de gérer les choses moi-même et puis surtout d'être autonome dans mon travail et aussi dans mon apprentissage. J'avais envie de garder cette porte ouverte, cette liberté sur voilà, si un jour j'ai envie de me former à tel ou tel domaine. Enfin, c'est compliqué de repartir dans des études, pas dans le sens où évidemment, c'est compliqué de se remettre dans l'apprentissage, ça c'est une chose, mais c'est là où j'entendais que c'était vraiment pas évident à 34 ans, et notamment quand tu as des enfants, c'est une formation quand tu sais que l'école est sur Paris ou Lyon et que tu habites dans le fin fond de la Picardie, c'est pas envisageable, quoi. Donc c'est plus là où est la problématique, enfin où était la problématique. Il y a aussi le budget parce que il fallait que je trouve quelque chose qui soit non seulement accessible d'un point de vue géographique, mais aussi que je puisse me former assez rapidement et travailler rapidement. Donc reprendre un bac+5, c'était pas possible. Finalement, je pense que c'était pas tout ce qui touche à l'illustration, pour moi, c'était peut-être pas au-delà du fait que c'était un petit peu long comme cursus, ça regroupait pas tout ce qui me plaît, à savoir en fait quand tu regardes la création de sites, ça regroupe quand même pas mal de choses. Tu peux être spécialisé en web design, mais finalement aujourd'hui tu as tellement de monde sur le marché que quand tu as une palette un peu plus élargie, c'est quand même mieux. Et moi, je trouve que c'est aussi plus intéressant. C'est-à-dire, tu as de la technique, le web design, l'aspect plus graphique, plus visuel, les textes, parce que des fois, les clients, ils sont pas forcément à l'aise là-dedans. Donc, quand tu peux apporter cette valeur ajoutée-là, c'est pas mal. Et je trouve qu'en plus, ça varie les domaines d'intervention et c'est super intéressant. On en discutait la dernière fois, tout ce qui est référencement naturel, il y a pas mal de choses et c'est vraiment ça qui m'a fait partir vers le domaine dans l'entrepreneuriat, c'est de me dire que j'allais pouvoir être libre dans ce que j'allais faire et j'allais pouvoir m'organiser comme je voulais dans mon quotidien et aussi dans mes apprentissages parce que c'est quand même intéressant quand tu peux te former au fil du temps comme tu veux sur les sujets que tu veux, quoi. Quelle est la raison d'être de ton entreprise et qu'est-ce qui caractérise son unicité? C'est une bonne question. Je dirais qu'en tout cas, la raison d'être, c'est d'accompagner les entrepreneurs, les TPE et éventuellement les PME dans la création ou la refonte de leur site, plus dans un objectif de génération de prospects. Moi, c'est ce que j'aime faire. Une grosse partie de la demande concerne cet objectif-là. Même si je ne fais pas que ça, parce que là, par exemple, j'accompagne une association. Donc, même si on cherche pas et quoique, en fait, on cherche toujours, voilà, à acquérir du trafic, à avoir des adhérents dans une association. Donc, finalement,
On revient toujours à cette problématique-là. Et du coup, la raison d'être, c'est de conseiller de faire moi ce que j'aime et d'avoir cette partie accompagnement, d'interagir avec des clients et d'aller, je dirais, au-delà du besoin, d'essayer vraiment de répondre à ce que la personne souhaite, mais aussi de peut-être aller un peu plus loin et puis que la personne, elle ressort de la prestation en étant vraiment satisfaite. Après, voilà, c'est le début et je te dirais que les choses, elles se font en allant des missions et la raison d'être, ça s'affine, l'expertise s'affine et se précise. Quelles sont les valeurs qui animent ton entreprise? L'ouverture d'esprit, l'écoute, l'engagement dans les prestations, parce que évidemment, il faut quand même savoir cadrer. Et ça, surtout au début, on a tendance à prendre beaucoup de temps sur les prestations. Et il y a un moment donné, il faut être capable aussi de cadrer les choses avec son client. Mais ça n'empêche que, en tout cas, moi, ce qui me tient à cœur, c'est voilà, c'est de faire du mieux possible et d'être vraiment engagé dans la prestation et aussi dans la relation avec le client. De tout faire pour fournir une expérience client agréable. Dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait considérer que pour établir une bonne relation client, l'agilité est nécessaire? Alors, c'est peut-être vrai quand on commence à toucher à trop de choses. Donc, je pense qu'on peut toucher à tout. Et là où ça va être intéressant, c'est qu'on va être capable de conseiller le client sur ce qu'il est bien de faire ou pas. Alors, ça ne veut pas dire que nous, on va tout faire, mais de dire peut-être que si là, vous ne maîtrisez pas, il faudrait aller chercher un prestataire pour ce domaine-là. Et au moins, on aura quand même des bases là-dessus pour être capable de conseiller. Parce que la création du site seul, en tout cas pour générer des prospects, le client, il a toujours des interrogations sur d'autres problématiques qui touchent justement, qui sont liées à son site. C'est-à-dire, voilà, comment je fais pour faire connaître mon entreprise? Est-ce que c'est mieux de faire du référencement naturel? Est-ce qu'il faut que je fasse des campagnes Google Ads? Est-ce qu'il faut que je m'oriente plutôt sur Facebook? Alors, ça ne veut pas dire que c'est moi qui vais gérer ça après, peut-être pas, mais au moins de dire, effectivement, d'être force de proposition en tout cas. De ce que tu nous partages, ce qui ressort est le conseil et l'accompagnement de ses clients et prospects. Est-ce qu'on pourrait considérer que ce sont 2 ingrédients pour établir une bonne relation client? Ça dépend toujours des clients. Il y en a qui vont pas forcément, on sent qu'ils ont déjà des billes et ils veulent pas forcément qu'on sorte de notre périmètre. Mais il y a des gens qui ont besoin d'un accompagnement beaucoup plus poussé, qui peut être faire le site un peu en live avec eux. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont besoin qu'on leur montre mais des choses toutes bêtes, c'est-à-dire comment organiser la page d'accueil, pourquoi sur la page d'accueil, on ne va pas simplement mettre une partie actualité et qu'il faut mettre un certain nombre de sections qui amènent vers une ou plusieurs pages, ou en tout cas qui montrent l'étendue de ce que fait l'entreprise ou l'organisme de manière générale. Cet accompagnement, il est pour moi important pour que le client soit satisfait. C'est le but de cette relation client. Dans ce cas-là, il pourrait y avoir un besoin de co-création entre le client et l'entreprise qu'il choisit? Honnêtement, ça dépend, mais c'est vrai que pour moi, c'est important de faire des retours assez fréquents. Alors, il y en a où quand les clients sont pas très loin et qui sont pas forcément très à l'aise avec les outils numériques, où je peux me déplacer et puis vraiment faire les choses avec eux, leur montrer comment faire la recherche de visuels ou leur expliquer comment je construis la page, comment je vois les choses. Et ça, il y a des personnes, ils aiment bien. Et puis après, en tout cas, même si c'est des clients qui sont un petit peu plus loin, je leur propose un point hebdomadaire. Ça permet de refaire une petite piqûre de rappel sur des fois des choses qui manquent, de ne pas laisser le projet s'endormir s'il manque des choses. Par exemple, on parlait des textes, ça c'est quelque chose qui, je savais, j'imaginais un peu que ça allait être compliqué. Je l'avais vu notamment avec mon conjoint pour lequel j'avais fait un site. Et effectivement, là, tu vois, lors de mes premières missions, je me suis rendu compte que même pour certaines personnes qui, au départ, se disent « je vous donne les textes, il n'y a pas de problème », finalement, ils n'ont pas... Des fois, c'est pas une question de compétence, c'est une question de temps. Ils n'ont pas forcément le temps. Et le fait de faire ce point hebdo, ça permet de dire, voilà, moi, j'ai avancé sur tel et tel point, il me manque tel élément, je vous propose ça.
pour avancer. Et si vous souhaitez corriger, il faut vous réfléchir sur cette partie textuelle ou alors rester sur la proposition faite, quoi. Mais c'est important, je trouve, les points hebdo pour avoir le feedback aussi, hein, ne pas avancer dans une direction et puis finalement se rendre compte que le client, il aime pas du tout. C'est que du plus. Et effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. Le feedback, c'est quelque chose que j'applique également. Et les retours sont extrêmement satisfaisants. Ça plaît quand on est indépendant, quand on travaille avec une entreprise. Le fait d'apporter du feedback et de partager l'avancée de ses actions, ça rassure aussi. Ça crée du lien. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est sûr que bon, si on se voit une fois au début de la mission et une fois au milieu, une fois à la fin, bon, il y a peu d'échanges et on n'apprend pas forcément alors pas à se connaître évidemment de façon personnelle, mais en tout cas à apprendre à se connaître dans sa façon de travailler, dans sa façon d'être, de communiquer, et ça c'est important. Donc les échanges hebdomadaires, finalement, c'est pas si fréquent que ça, une fois par semaine, et ça permet de garder le lien. Et de toute façon, un site, ça se fait généralement, bon, même si les gens ont tendance à être très pressés au départ, ils se rendent compte que avec les échanges, avec le travail d'itération, ça prend vite un mois, voire plus, parce que des fois, finalement, il manque des choses. Et du coup, le fait de faire un point toutes les semaines, comme tu dis, ça crée un petit peu de lien et puis ça donne confiance, quoi. À présent, j'ai bien envie de te poser une question. Comment établir une bonne relation avec ses clients et prospects? Il y a plusieurs éléments à garder en tête, même si au départ, on revient sur cette posture de débutant, on ne fait pas forcément tout bien, mais en tout cas, c'est important de les garder en tête et puis d'essayer de tendre vers quelque chose d'idéal dans cette quête pas de perfection, mais voilà, de satisfaction client. Des choses toutes bêtes, la gestion de projet, elle est super importante. Au fur et à mesure, on établit des documents, par exemple, c'est-à-dire quand on commence le projet, établir une checklist avec est-ce que vous avez besoin de telle et telle information. Ça permet d'être capable de bien cadrer les choses dès le départ et ça évite les non-dits au cours de la prestation et le malentendu qu'il peut y avoir sur non, ça c'était pas prévu, ou au moins au fur et à mesure des missions, on se rend compte des choses qu'il faut cadrer dès le départ. Après, je dirais que quand on fait des points hebdo, en visio ou en présentiel, il faut être à l'heure. Alors c'est un peu tout bête, mais notamment quand on fait des choses en visio, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelque chose qui fonctionne mal. Alors le fait de se connecter, allez, je dirais 15 minutes en avance, même si on attend et qu'on fait autre chose en attendant, au moins on est détendu, on sait qu'on est à l'heure, on est connecté. Le client, lui, il a le droit d'être en retard, mais nous, on n'a pas le droit d'être en retard. Et ça, c'est tout bête, mais ça donne en tout cas un sentiment de sérieux, en tout cas. Je dirais qu'après, il faut toujours adopter une posture d'expert, même si au départ, sur certains points, voilà, on l'est pas forcément. Il y a toujours, puis de toute façon, je pense que même après plusieurs mois, plusieurs années de pratique, évidemment, on évolue dans ses compétences, mais il y a toujours, à mon avis, des demandes clients qui peuvent sortir un peu du lot. Et je pense que même si c'est compliqué, il faut essayer de garder une posture d'expert et faire un peu comme on le voit passer je le lis assez régulièrement, le fake it until you make it. Voilà, c'est pas facile pour tout le monde. Moi, c'est pas facile pour moi non plus. Il y a des fois, on y arrive mieux que d'autres, mais voilà, faut le garder en tête. On a parlé du fait de conseiller au-delà de la prestation. Ça, c'est important. Et puis, toujours se demander quelle est notre valeur ajoutée pour répondre à notre posture de prestataire. D'ailleurs, je reviens sur un point que tu as évoqué, le fait d'accepter, entre guillemets, de ne pas tout savoir. Est-ce qu'on peut vraiment tout savoir? On peut avoir énormément de connaissances, de compétences. Chaque jour est un apprentissage. Et dans la vie, comme le dit Nelson Mandela, soit on gagne, soit on apprend. Oui, tout à fait. Et puis de toute façon, ça marchera pas toujours avec tout le monde. C'est ça, je pense qu'il faut l'accepter. Est-ce qu'on peut vraiment plaire à tout le monde? Non, et puis là, c'est vrai qu'en tant que freelance, tu es confronté directement au oui, non, quand tu fais une proposition. Des fois, tu as un premier contact et puis finalement, ça colle pas. Ça peut être dans un sens, ça peut être dans l'autre. Il faut faire avec, en tirer des conclusions s'il y en a à tirer.
D'autant que les freelances sont fréquemment confrontés au oui, au non et aussi au peut-être. Oui, c'est vrai, oui, quand tu as pas de réponse pendant un certain temps, ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile à gérer sur, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, mais, des fois, les gens, ils osent pas dire, vraiment ce qui les tracasse. Donc, la seule solution, c'est de relancer, tout simplement, et puis de proposer la discussion. Des fois, c'est non, faut se demander pourquoi. Et c'est OK. Ouais. À présent, Margot, quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui souhaite établir une bonne relation client? Je dirais que la chose la plus importante, c'est d'être professionnel. C'est ce qui est attendu dans un premier temps. Je dirais que la gestion de projet, elle est vraiment importante. Il faut toujours être en avance sur le client et pas que le client soit en attente de notre retour. Il faut plutôt que ce soit l'inverse. Dire, bah voilà, moi, j'ai avancé. Maintenant, je suis dans l'attente de visuel, image, ou qu'est-ce que vous en pensez? Si tout a été fourni par le client, il faut répondre assez rapidement au mail, 24-48 heures max. Je dirais que c'est vraiment le plus important, la gestion de projet. Et du coup, dans cette gestion de projet, le fait de ne pas faire attendre le client. Et justement, de mener la prestation. Le reste se construit, tu vois, quand on a parlé on faire des documents, des checklists, des choses comme ça, comment tu partages tes éléments avec un Google Drive ou... Bon, ça, c'est important, mais ça reste un peu plus accessoire. Vraiment, je pense que ce qui est primordial, c'est de mener la prestation et de montrer qu'on est sérieux. C'est quand même le plus important. Je t'en remercie. J'ai eu le plaisir de te rencontrer tout récemment à Amiens lors d'un déjeuner Lyra et ça a été une belle expérience de faire ta connaissance et de découvrir ton univers. Ce podcast a été l'opportunité d'en savoir plus et de connaître ton champ d'action. Je souhaitais te demander, qu'est-ce que Lyra représente pour toi? Je dirais que c'est une bonne façon de réseauter un peu différemment. Je trouve que c'est très sympa. C'est très libre, il n'y a pas de stress, on est vraiment là pour prendre du bon temps et puis comme tu disais, faire des rencontres. On n'est pas là pour forcément vendre quelque chose ou pour essayer de trouver des clients, mais vraiment, faut y aller avec l'idée, quand on est entrepreneur, alors peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, les freelances ont tendance à être un petit peu isolés, entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est sympa de s'ouvrir un petit peu, tu vois, de rencontrer d'autres personnes. Et je trouve que l'IRA fait bien les choses dans la façon d'organiser l'événement, dans la façon d'échanger. Il y a un peu des jeux qui permettent de détendre l'atmosphère, tu vois, de pas se prendre au sérieux et puis de dialoguer plus facilement. Et puis après, c'est aussi une façon de se challenger, tu vois, au travers des podcasts qu'on fait aujourd'hui ou de la vidéo que j'ai faite avec Clément. Ça permet de sortir un peu de sa zone de confort quand t'as pas forcément l'habitude et c'est un bon exercice pour apprendre à se présenter, à savoir pitcher. C'est toujours un bon exercice en tout cas. D'ailleurs, les évolutions de la société et du monde entrepreneurial aujourd'hui amènent les entrepreneurs à sortir de leur zone de confort pour quelque part entrer dans leur zone d'audace. Et l'IRA est peut-être un tremplin pour aider les entrepreneurs à rentrer dans leur zone d'audace avec bienveillance. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est vrai, c'est une bonne façon de décrire l'IRA en tout cas. Bah oui, il y a des choses organisées par l'IRA auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et puis, ça peut mener à d'autres idées. Et c'est important parce qu'en tant qu'entrepreneur, il faut souvent mener les choses, hein, comme on disait. Il faut avoir cette posture d'expert. Donc, pour certaines personnes, ça peut être inné, pour d'autres, non. Donc, il faut le travailler. Et le fait d'apprendre à se présenter, c'est primordial, quoi. Sachant que chaque rencontre est unique et que de merveilleux liens se créent aussi entre les entrepreneurs. Et ce qui est assez génialissime, c'est effectivement le fait d'arriver dans la communauté Lyra sans objectif défini tel qu'on peut retrouver dans certains clubs de réseautage avec la distribution de cartes de visite. Lyra, c'est aller plus loin dans le sens où, OK, il peut y avoir des cartes de visite, etc. Mais ce qui rejoint les entrepreneurs, c'est l'envie de partager vraiment de façon authentique entre eux et quelque part en lâchant prise sur ce qui est et ce qui peut arriver. Ouais, tout à fait. D'y aller simplement pour découvrir d'autres façons de faire les choses, de voir comment les gens avancent dans leur entreprise. Des fois, il y a des petits conseils tout bêtes qui permettent d'avancer ou de voir les choses différemment, tout simplement.
Ça permet de continuer à dialoguer avec des personnes qui ont un peu le même quotidien, se remettre en question tout le temps, je pense que c'est important. Effectivement, savoir se remettre en question, c'est quelque part aussi être agile dans ses actions, dans ses projets en cours et à venir. Ouais, tout à fait. Puis accepter que des fois ça colle, des fois ça colle pas. Il y a des gens avec qui ça match. Et puis il faut aussi, on parlait de se remettre en question, c'est important, mais il faut aussi des fois être bienveillant envers soi-même. Tu vois, on peut pas être tout le temps parfait. Et puis le principal, c'est de faire de son mieux, quoi. Et puis de prendre comme tu disais, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Tu as aussi mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est accepter de ne pas être parfait, à mon sens, de viser l'excellence plutôt que la perfection, afin de se préserver et de pas se mettre la pression, de se dire c'est ok, si c'est pas parfait, mais que c'est excellent, c'est ok. Qu'est-ce que tu en dis? Ah ouais, tout à fait. Ça veut pas dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers ou se dire bon c'est bien, je fais le minimum ou il faut Bien toujours entendu. oui voilà, faut toujours se mettre des objectifs en tout cas, mais il y a un moment il y a des choses qui se passent pas comme on s'y attendait ou je pense qu'il faut savoir aussi relativiser des fois. En fait, il faut simplement en conclure que on a mis le doigt sur quelque chose il faut trouver une façon de progresser, mais de ne pas trop s'en vouloir, quoi, si je puis dire. Tout à fait, Margot. D'ailleurs, le fait de se dire qu'on fait du mieux qu'on peut au meilleur de nos connaissances et de nos expériences, ce ne serait pas le moyen d'avancer plus sereinement dans sa vie, autant entrepreneuriale que personnelle? Oui. Il faut simplement rebondir et puis progresser. Je pense que de toute façon, quand tu arrives à un niveau où tu es content de ce que tu fais, où tu es content de tes compétences, je pense qu'il y a eu des échecs avant, tu vois. Il y a forcément eu des échecs avant, parce que c'est comme ça qu'on apprend en fait. Et d'où cette nécessité d'être bienveillant aussi envers soi-même de temps en temps et pour avancer, quoi. Les grandes personnes de ce monde qui ont contribué à des avancées colossales à l'échelle mondiale acceptent l'échec. Et que c'est grâce à ces échecs qu'ils ont pu mieux faire, ils ont pu se remettre en question effectivement et se dire ok d'accord, là ça a pas fonctionné comme je le voulais, les clients ou peu importe n'étaient pas au rendez-vous. Ok, pourquoi? Et ils se questionnent en Ouais. se demandant voilà quelle est la raison de l'échec. Et quand on comprend la raison de cet échec et qu'on se dit voilà de quoi j'ai besoin pour mieux faire et qu'on se donne les moyens de mieux faire et qu'on se met aussi en énergie pour mieux faire, c'est là en fait que quand arrive le moment de la réussite, on la savoure d'autant plus. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, tout à fait. On savoure quand on est passé par l'échec, quand on réussit quelque chose, on est super content. Et on se dit qu'il fallait pas lâcher. Ça veut pas dire qu'il faut s'acharner dans tout. Ça veut simplement dire qu'il faut s'écouter. Et si on a envie de continuer dans une direction, si on pense que cette direction en est une bonne, en tout cas, il faut pas s'arrêter à l'échec. Et persévérer dans ce cas. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Margot pour tout ce que tu nous partages. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient te contacter, comment peut-on te joindre? Par mail, contact au singulier @margotderambure.fr et puis via mon site internet. Sur le site internet, il y a un formulaire de contact, margotderambure.fr tout simplement. Voilà, ou via LinkedIn. J'ai un profil LinkedIn sur lequel que je consulte plus fréquemment que Facebook. Voilà. Quel serait le mot de la fin, Margot? Je dirais simplement qu'il faut avoir confiance en soi et puis être dans une posture d'apprentissage et accepter de ne pas réussir tout de suite. Alors, ça peut être compliqué, hein, je veux dire, c'est un conseil qui est peut-être un peu facile pour ceux qui nous écoutent, dans le sens où si tu as des contraintes budgétaires, il y a un moment, il faut que tu aies du travail. Donc, de dire qu'il faut persévérer, c'est peut-être un peu facile. Surtout qu'il y a des moments où quand tu n'as pas de client, tu ne sais plus comment faire. Il faut essayer plusieurs choses différentes et puis essayer les choses qui nous paraissent intéressantes. Bon, par exemple, on me conseillait d'aller dans un coworking. Bon, j'ai essayé, c'était pas forcément ce qui me plaisait. En même temps, il faut sortir de sa zone de confort, comme on dit. Donc, c'est bien de le tester. Après, il faut aussi s'écouter. Il faut faire la balance en fait entre les deux. Je pense qu'il y a pas de, on parle de mots de la fin, il n'y a pas de conseil miracle, il n'y a pas une bonne recette qui fonctionne pour tout le monde. C'est chaque personne a sa façon va trouver sa façon de réussir.
prendre les conseils et puis après, simplement se poser et puis des fois on peut recevoir des conseils complètement contradictoires et puis après c'est à nous voilà de faire la part des choses. Faut se faire confiance et puis essayer quoi. Essayer, une méthode, elle marche pas, on essaye une autre et puis voilà. Merci beaucoup Margot pour tes précieux conseils. Bah, merci à toi en tout cas Adriana, c'était, vraiment agréable de discuter avec toi. Le Au-delà d'être plais un exercice qui fait sortir de sa zone de confort, c'était très agréable. le plaisir est partagé Margot et hâte de te revoir lors de l'un des prochains événements Lyra. Oui, tout à fait. Je te dis à très bientôt. À bientôt Adriana. Cet épisode vous a plu? Votre avis est le bienvenu sur votre chaîne d'écoute favorite. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes, il suffit de vous abonner à Plumania. Merci pour votre interaction. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À très bientôt.